Bonjour à toutes et tous, merci de vous être connectés. Est-ce que vous nous entendez bien? Répondez-nous, oui, oui, OK, c'est parfait. Merci à ceux qui nous ont effectivement répondu. Merci d'être présentes et présents pour un sujet qui... alors, quelques consignes. Merci de couper vos micros pour éviter tout effet Larsen. Et puis, vous pourrez poser vos questions soit à la fin, soit par chat, soit en levant la main. On va aborder le sujet de la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. On peut faire toujours dire des travailleurs en situation de handicap plutôt qu'handicapés. Dites DOETH dans son acronyme. Voilà. Alors, le document qui va vous être présenté est assez conséquent. Voilà. Il y a plusieurs diaporamas, plusieurs slides. Donc, certains sont parfois un peu complexes parce qu'il y a des formules de calcul. Donc, ne désespérez pas. Et on prendra le temps nécessaire pour expliquer ce dont il s'agit, sachant que c'est une déclaration qui est extrêmement importante pour les collectivités, puisque vous savez qu'il y a une obligation d'emploi de 6% dans les collectivités territoriales, à l'État aussi. Ça a progressé globalement. Mais on n'atteint pas partout les 6% et l'État n'est pas non plus dans un exemple en la matière. Les collectivités étant sans doute plus sensibles à cette question. Et c'est pourquoi elle est importante, cette déclaration d'emploi, même si je sais que c'est parfois compliqué pour les agents eux-mêmes de dire qu'ils sont en situation, qu'ils ont une reconnaissance RQTH, c'est pas toujours simple, parce qu'effectivement, ça a des conséquences financières. Si le seuil des 6% n'est pas effectivement atteint, il y a une contribution financière qui vient alimenter un fonds qui permet ensuite de financer un certain nombre d'équipements. Alors, il y a eu beaucoup de progrès global dans les collectivités en France, qu'elles soient petites, moyennes ou effectivement ou grandes collectivités. Néanmoins, j'insiste particulièrement parce que c'est aussi un volet d'insertion dans la vie professionnelle que des personnels en situation de handicap, y compris parfois des handicaps qui ne sont pas forcément visibles. Voilà. Et effectuer cette déclaration à une époque en plus où, si on raisonnait budgétairement, les budgets des collectivités ont tendance à subir quelques érosions aujourd'hui et peut-être dans l'avenir, c'est également sur l'aspect financier quelque chose de non négligeable. Donc voilà, et c'est un peu technique, il faut quand même être clair. Donc, ces dames, je remercie CFS qui est présent pour participer à cette réunion. Ces dames qui font preuve d'une extrême compétence dans ce domaine vont vous présenter cette déclaration d'emploi des travailleurs en situation de handicap et se reste à votre disposition pour tout accompagnement, questions qui viendraient être posées maintenant ou ultérieurement. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, on est à votre disposition pour vous répondre. Voilà, je laisse la main aux professionnels. J'ai souhaité introduire cette séquence parce que le centre de gestion s'inscrit par la volonté du président, par la volonté de la direction générale dans une insertion continue et forte des agents en situation de handicap et on espère qu'on
continuera là-dessus. Donc, pour moi, c'est un sujet extrêmement important. Voilà, mesdames, c'est vous les dames de l'art. Bonjour, déjà, merci beaucoup, Monsieur Serre. Merci à Roselyne aussi de sa présence. Donc, Roselyne Sabatier, qui travaille au CFAS Auvergne et qui va nous présenter ce que c'est que le CFAS sur la deuxième partie de la matinale. Céline Quérel, qui est assistante aussi sur le pôle santé et qui a une mission aussi d'assistanat avec moi, donc sur la mission handicap. Et moi, Cindy Chavannes, je suis psychologue du travail et aussi référente handicap pour les collectivités au centre de gestion. Alors, donc, la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs dans la campagne 2025. Donc, au niveau du sommaire. Donc, tout d'abord, on va rappeler les grands principes de la déclaration. On reverra qui sont les employeurs concernés donc, par cette déclaration. Comment situer les bénéficiaires d'obligation d'emploi, donc qui est concerné également, le calcul de l'ETP, de l'ETR, et puis le calcul de la contribution avec ces fameux chiffres qui est très important, et puis les modalités de valorisation des actions à destination des BO. Céline présentera quant à elle toute la partie statistique. Alors, petit rappel, les grands principes de cette déclaration. Donc, vous le savez, comme chaque année, la campagne démarre le 1er février 2025 et se termine le 30 avril, avec une date de paiement de la contribution maximum fixée également au 30 avril. Donc, vous avez encore le temps. Cette année, on s'y est pris un petit peu plus tôt pour faire la matinale RH. L'année dernière, on l'avait fait au mois de mars, mais bon, voilà, du coup, ça vous laisse là jusqu'à fin avril. D'autres grands principes, la date de calcul des effectifs, c'est toujours la même. Les données qu'on va recenser en fait au niveau des effectifs et pour le calcul pour les BOE également se font toujours au 31 décembre de l'année N-1, donc 31 décembre 2024. Important aussi, si l'effectif en équivalent temps plein, donc l'ETP, il est inférieur à 20, vous n'êtes pas soumis à cette obligation pour l'année de référence. Mais par contre, c'est vrai que si vous recevez le courrier de déclaration, en fait, l'appel à déclaration, vous devez quand même indiquer votre nombre d'ETP qui, s'il est inférieur à 20, voilà, il n'y aura pas de suite. Pareil, il y a un délai de mise en conformité à l'obligation d'emploi. Donc, vous avez 3 ans pour vous mettre en conformité. Donc là, c'est vraiment ceux qui avaient moins de 20 ETP et qui voient leur effectif passer le seuil des 20 ETP ou dans le cadre d'une création de structure. Si jamais vous ne déclarez pas, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, du coup, c'est une contribution forfaitaire qui va être calculée en retenant la proportion de 6%. Donc, en fait, c'est comme si vous n'aviez aucun travailleur handicapé dans vos effectifs. Donc, dans ce cas-là, vous paierez le maximum, donc 6%. Donc, comment se calcule cette contribution? Donc, vous avez le premier calcul qui est le nombre d'unités manquantes, qui correspond à 6% de votre effectif total rémunéré. Donc, sur les définitions, tout ce qui est ETR et ETP, on y reviendra un petit peu plus en détail. Mais en gros, l'effectif total rémunéré, c'est le nombre d'agents que vous avez dans la collectivité. C'est vraiment le nombre de personnes fois 6%. Et puis après, vous multipliez ce chiffre par N. Donc, le N, il est égal, en fait, il va dépendre de l'effectif de votre collectivité. Donc 400 pour une collectivité qui est entre 20 et 249 agents, 500 entre 250 et 749, et pour les plus de 750, supérieur ou égal, 600. Et puis après, vous multipliez ce chiffre au SMIC horaire au 31 décembre de l'année 2024. Et donc, si vous multipliez tout ça, ça vous donne effectivement la contribution forfaitaire que vous devrez payer. Donc, vous avez quand même tout intérêt à faire votre déclaration, puisque sinon, vous allez payer le maximum. Les employeurs qui sont concernés donc sont considérés comme déclarants dans la fonction publique territoriale. Je ne m'étale pas sur les autres fonctions publiques. Alors, tous les employeurs qui rémunèrent du personnel, donc c'est vraiment l'employeur qui est rémunérant. Là, il y a peu de doute là-dessus. La question à se poser, c'est qui rémunère? Est-ce que c'est moi, c'est quelqu'un d'autre? En cas de fusion d'établissement, pareil, c'est la nouvelle structure qui a l'obligation de déclarer, qui doit prendre en compte tous les effectifs des structures qui ont fusionné.
Et puis, une autre importance, la déclaration, voilà, elle doit être réalisée en totalisant tous les effectifs qui sont vraiment présents au 31/12/2024. C'est-à-dire que si vous avez eu des entrées-sorties de personnel pendant l'année, en fait, ce qui va vraiment compter, c'est l'effectif présent au 31/12/2024, avec quelques subtilités pour les BOE. Il faut aussi qu'il y ait un temps de présence pour certains contrats dans la collectivité, mais ça, on le verra après. Si jamais vous avez un souci, si vous dépassez les 20, que vous n'avez pas été appelé ou que voilà, vous avez fusionné ou autre, voilà, il faut adresser au service recouvrement du FIP. Il y a une adresse mail spécifique pour vous leur indiquer voilà, tous les changements qu'il y a eu avec les numéros sirènes, etc. Donc ça, ne pas hésiter. Donc là, ils vont être bien occupés, donc ne tardez pas trop à le faire, effectivement, si vous constatez voilà, un souci par rapport à ça. Pardon. J'ai oublié d'avancer. Non, c'est que j'avance. Ah. Moi aussi. D'accord. Et c'est revenu en arrière. Ah. Je Au niveau des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc qui est-ce qu'on peut compter donc pour chaque bénéficiaire, le document qui justifie de sa qualité de BO, bien évidemment, doit être valide au 31/12 de l'année 2024 et vous devez le conserver pendant 5 ans. Donc ça, cette date de validité, elle est très importante. Puisque si la RQTH n'est plus valable, sauf si, par exemple, si on parle de la RQTH, sauf si, par exemple, la personne a fait renouveler, mais si elle n'est pas valable au 31/12, ça ne marchera pas. Et l'année N-1. Un agent BOE qui est rémunéré au 31/12 de l'année N-1 compte pour une unité seulement, même s'il a plusieurs qualités, parce qu'il a, par exemple, une pension d'invalidité, un taux d'incapacité permanente de 10%, la RQTH et autres, c'est pas grave, ça compte que pour une unité. Donc voilà, on ne peut la comptabiliser qu'une seule fois au titre l'une de ses qualités. Pour les agents BOE qui sont recrutés postérieurement à leur 50e anniversaire, donc là, le bénéficiaire reconnu comme tel sera comptabilisé pour une unité et demie, uniquement l'année de reconnaissance de sa qualité de bénéficiaire d'obligation d'emploi. Donc ça, c'est important et on peut le reconnaître qu'une seule fois. Quand il est là et qu'il est déjà dans la structure, qu'il a plus de 51 ans et que là, il fait sa reconnaissance, on lui attribue une reconnaissance et il a plus de 50 ans. Donc là, à ce moment-là, on peut le valider pour une unité et demie, une seule fois. Ou alors, si vous recrutez quelqu'un qui est BOE et qui a plus de 50 ans. Voilà, là aussi, vous pouvez le comptabiliser une fois pour une unité et demie. Après, il y a des contrats spécifiques qui ouvrent droit aussi à une aide de l'État qui peuvent être comptabilisés. Tout ce qui est contrat d'apprentissage, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat unique d'insertion, parcours emploi, compétences. Il y a tout un listing qui est prévu, que vous pourrez retrouver dans un petit document qui est fait par le FIP, qui est l'aide générale à la déclaration. On le mettra peut-être en lien sur notre site, sur le site handicap du centre de gestion, pour que vous puissiez y accéder aussi. Il y a vraiment beaucoup plus de détails que ce qu'on vous donne aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions sur des contrats un peu particuliers, vous allez les voir dans ce petit guide. Voilà, vous trouverez les réponses. Donc, on peut les compter aussi dans le nombre de BOE, même s'ils ne sont pas retenus par contre dans l'effectif total. Là, c'est vraiment pour le calcul des bénéficiaires d'obligation. On ne pourra les comptabiliser comme BOE que si ils ont la qualité de BOE, ils ont été présents dans les effectifs au 31/12/2024 et ils ont été rémunérés sur une période d'au moins 6 mois durant l'année 2024, sachant que la période peut être discontinue. Alors, donc, qu'est-ce qui ouvre le droit? Qu'est-ce qui est reconnu comme droit d'ouvrir le bénéfice de l'obligation d'emploi? Donc, bien évidemment, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, celle qu'on a le plus souvent. Alors là, ils ont rajouté une petite subtilité au niveau du FIP cette année. Pour les jeunes entre 15 et 20 ans, le fait d'avoir une PCH, ça permet aussi la ORQTH, donc une prestation de compensation de handicap qui est attribuée également par la MDPH. Donc voilà, ça fonctionne pour cette tranche d'âge-là. Si vous avez un agent qui a fait un dossier MDPH où il a demandé une orientation vers un établissement ou un service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un CRP, ça fonctionne aussi, ça ORQTH. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les agents qui ont déposé un renouvellement de RQTH avant la fin de validité de leur RQTH, ça fonctionne.
Vous pouvez également avoir une attestation de l'assurance maladie, la CDAPH, la MDPH, pardon, la MSA ou le ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur pour les militaires de la gendarmerie. Et là, vous n'êtes pas concerné. Voilà, donc là, c'est pour, si vous avez une pension d'invalidité, par exemple, la Caisse nationale d'assurance maladie peut vous donner une attestation qui vaut RQTH. Voilà. Après, vous avez tout ce qui concerne la rente d'invalidité. Donc là, c'est la rente que vous pouvez avoir après un taux, enfin, si vous avez un taux d'IPP supérieur à 10% suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Donc, dans ce cas-là, si le taux est supérieur à 10%, il faudra justifier, avoir une photocopie au moins de ce titre qui justifie la rente. La pension d'invalidité, là, c'est pareil, photocopie de la pension ou l'attestation de la sécurité sociale ou de la... vous avez aussi les emplois réservés qui fonctionnent. Donc là, c'est l'arrêté de nomination qu'il faudra présenter. Donc, tous ces documents, vous les retrouvez, je le rappelle, dans le petit guide d'aide générale à la déclaration qui a été mis à jour. Donc là, je vous donne les grandes lignes, mais vraiment pour le détail, n'hésitez pas à aller voir ce guide. Au niveau de la carte d'invalidité aussi, qui est attribuée par la MDPH, donc là aussi, ça fonctionne uniquement s'il y a la mention invalidité. S'il y a l'autre mention, ça ne fonctionne pas. Vous avez également l'allocation adulte handicapé, donc là pareil, la photocopie du titre. Il faut bien que la date corresponde aussi au fait qu'au 31/12/2024, il faut quand même bien qu'elle recouvre cette date. Vous avez aussi l'ATI, donc l'allocation temporaire d'invalidité. Donc là, il faut, pareil, photocopie du certificat qui donne ce droit. Alors là, peu importe par contre le taux d'incapacité, c'est pas comme tout à l'heure le taux d'incapacité permanente qu'il fallait qu'il soit supérieur à 10, là, peu importe. Et puis, vous avez enfin pour les sapeurs-pompiers, donc l'allocation, la rente d'invalidité avec la photocopie du titre qui justifie la perception de l'allocation de la rente. Enfin, vous avez tous les bénéficiaires qui ont été reclassés, donc dans le cadre d'un changement d'affectation ou dans le cadre d'un reclassement statutaire. Donc là, pareil, pour l'affectation, le changement d'affectation, vous avez médecine professionnelle, l'avis du service du médecin, et puis le fait qu'il soit passé en commission administrative paritaire pour tout ce qui est tous les changements qui sont antérieurs au 1er janvier 2021. Note de service, décision d'autorité compétente ou attestation affectant l'agent sur ses nouvelles fonctions. Tous les documents que vous pouvez avoir. Là encore, je le rappelle, vous avez tout le descriptif et cette année, en fait, dans le petit guide, ils ont vraiment étoffé toute la partie reclassement parce que je pense qu'il devait y avoir énormément d'interrogations à ce sujet et de flou pour certains, puisque là, ils ont vraiment rajouté une page où vraiment toute la partie reclassement a été vraiment très, très détaillée. Donc, c'est pages 14 et 15, normalement. 14, 15, 16, vous verrez vraiment toute la partie reclassement est extrêmement détaillée. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Au niveau du reclassement statutaire, vous avez pareil, l'acte administratif qui prononce le détachement ou le reclassement avec en visa l'avis favorable du conseil médical et la demande de l'intéressé. La PPR, donc il ne l'avait pas forcément mis dans le petit guide, mais finalement dans les pièces justificatives, on retrouve là encore donc, pour la notification de PPR de l'avis médical, donc, du conseil médical, pardon. Et puis pour les sapeurs-pompiers professionnels reclassés, également, ça vaut RQTH, donc il suffit de donner l'acte administratif qui prononce l'affectation sur une affectation non opérationnelle ou un reclassement pour raison opérationnelle. La PPR, c'est que sur un... La PPR, il y a une question par rapport à la PPR? Non, c'est juste qu'il faut bien préciser que la PPR, c'est vraiment, vous pouvez compter la personne que pendant sa PPR, donc normalement qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas continuer les autres années à la compter, en fait. Oui, une question. Ah, pardon. Le classement compte seulement l'année de celui-ci. C'est ce que
Alors, le reclassement compte seulement. Alors, en fait, ça va dépendre du type de reclassement. Donc, ça, par contre, je vous invite vraiment, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vous invite vraiment à aller regarder en détail, c'est ce que je vous disais, la page 14, 15 et 16 du guide. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'informations, parce que ça dépend aussi du type de reclassement. Par exemple, vous voyez, si vous avez, dans le cadre de la PPR, c'est uniquement l'année de la PPR. L'autre fois, après, non. On peut la compter les autres fois. S'il y a le CML, l'arrêté et le truc du comité médical. Conseil médical. Ouais, conseil médical. Si vous avez les deux documents, là, celui-là, vous pouvez le compter plusieurs années. Que là, la PPR, c'est vraiment qu'une seule année. Parce que normalement, la PPR, ça dure une année. Et après, vous êtes censé avoir reclassé la personne. Donc, normalement, si tout fonctionne, après la PPR, la personne passe en administratif, par exemple. Après, elle a son arrêté. Donc, normalement, après, vous pouvez la mettre dans l'autre case de reclassement. Mais il faut certaines conditions, et ça, comme Cindy a dit, aller regarder vraiment en détail. Oui, nous, on vous donne plus une information générale, après vraiment pour le détail. Parce que c'est cas par cas. Ouais, c'est un peu au cas par cas, ça dépend du type de reclassement, c'est pas toujours très si clair que ça. Donc sinon, n'hésitez pas, après, si vous n'arrivez pas à avoir la question, on pourra aussi nous poser la question pour nous faire l'intermédiaire auprès du avoir une réponse officielle par rapport au statut de votre agent. Alors, au niveau du calcul de l'ETP et de l'ETR, pour l'ETP, donc là, c'est bien équivalent temps plein, et l'ETR, c'est l'effectif total rémunéré. Donc l'ETP, on va s'en servir pour savoir si on doit déclarer ou non, puisque c'est à partir de 20 ETP que l'on doit déclarer. Alors que l'ETR, ça va être plus pour calculer la contribution qu'on va s'en servir. Donc l'ETP, ils sont calculés, l'ETR sont calculés évidemment pour les agents présents au 31 décembre 2024. Donc, première définition. 2 secondes, excuse-moi, Cindy. On répondra aux questions à la fin parce que du coup, je ne sais pas pouvoir arrêter sans arrêt Cindy. Ouais, voilà, donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, mais on reviendra après. C'est juste ça, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Donc, l'ETP, selon l'INSEE, donc c'est le nombre d'heures travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps sur le territoire économique. Ce qu'il faut bien comprendre, en gros, c'est très simple. Un agent à temps plein égale 1 ETP. Un agent à 80 égale 0,80 ETP. Un agent à 50% égale 0,5 ETP. Par exemple, si vous avez plusieurs agents à temps partiel pour calculer votre ETP, donc vous prenez au 31 décembre de l'année N-1, donc 31 décembre 2024, vous avez par exemple 20 agents à temps plein, 2 à 80, 1 à 75 et 2 à 60. Donc là, votre effectif en nombre de personnes physiques, c'est bien 25. Par contre, votre ETP, vous allez le calculer au prorata du temps de travail de chacun de vos agents en faisant un petit calcul très simple. Donc 1 fois 20, 2 fois 0,8, 1 fois 0,75, plus 2 fois 0,6, qui vous donne 23,55 ETP. Si vous, au contraire, vous n'avez pas calculé en pourcentage, mais vous avez des temps, un nombre d'heures, pardon. Par exemple, vous avez un agent qui fait 18 heures, un autre qui fait 24 heures et un autre qui fait 32 heures. Là aussi, donc vous avez 3 agents, donc le TR3. Par contre, au niveau de l'ETP, il vous suffit juste d'additionner, puisqu'on se base sur 35 heures, donc il vous suffit juste d'additionner ces trois horaires et puis de les diviser par 35, ce qui vous donnera votre ETP. Ici, 2,1. Après, une fois qu'on a calculé l'ETP, il faut que vous calculiez votre ETR. Donc là, c'est vraiment l'effectif en nombre de personnes physiques. Pareil, on reprend au 31 décembre de l'année N-1. Donc pareil, un agent qui est rémunéré par exemple à 50%. Donc au niveau de l'ETR, c'est un agent. Mais au niveau de l'ETP, ça sera 0,5. Donc là, c'est assez simple à calculer. C'est vraiment le nombre de personnes que vous avez physiquement présentes au 31 décembre. Et c'est cet effectif-là qu'on va utiliser pour déterminer le taux d'emploi.
Qu'est-ce qu'on ne peut pas comptabiliser ni en ETP ni en ETR? Donc les élus ne peuvent pas être comptés ni dans l'ETP ni dans l'ETR. Les apprentis non plus, uniquement dans les BOE. Tout ce qui est emploi aidé aussi, car ils font pas partie des emplois permanents. Les services civiques, on ne peut pas non plus. Les stagiaires, donc cette année, ils ont rajouté une petite subtilité pour les stagiaires, ils ont rajouté les stagiaires écoles. Donc, même s'ils perçoivent une indemnité de votre établissement, les stagiaires écoles ne peuvent pas être comptabilisés. Les agents en disponibilité pour maladie, convenance personnelle ou en congé parental, les agents non titulaires lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles que vous continuez à rémunérer. Par exemple, congé maladie, maternité. Les agents non titulaires affectés sur des emplois non permanents lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à 6 mois, au 31 décembre 2024. Là aussi, ils ont rajouté une petite subtilité pour le fonctionnaire stagiaire. Donc, lui doit être comptabilisé en ETP, ETR à la condition d'être rémunéré par l'employeur déclarant au 31/12/2024. Voilà, donc c'est la petite. Là, c'est vrai qu'on parlait des agents non titulaires, mais on ne parlait pas forcément des stagiaires. Donc voilà, ils ont rajouté ceci-là. Donc on peut les comptabiliser en ETP, ETR à partir du moment où ils ont été rémunérés au 31/12/2024. Et enfin, le personnel médical pour les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Voilà, avec principalement, voilà, on ne peut pas comptabiliser par contre les médecins, les internes, odontologistes, sages-femmes et pharmaciens. Ça n'a pas changé. Maintenant, une fois que vous avez tous ces éléments, vous allez pouvoir calculer votre contribution. Donc, ça va se faire automatiquement avec tous les chiffres que je vous avez donnés, mais bon, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc déjà, il faut avoir votre nombre légal de BOE. Donc là, vous faites 6% multiplié par votre TR. Donc là, ça vous dit combien vous devriez en avoir pour ne pas payer la contribution. Après, pour savoir le nombre d'unités manquantes que vous avez, vous prenez ce nombre auquel vous soustrayez votre nombre de BOE total que vous allez comptabiliser dans votre établissement. Donc, au niveau de la contribution annuelle, vous pouvez calculer le nombre d'unités manquantes fois N fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre 2024. Donc, avec toutes ces informations, avec le nombre d'unités manquantes, le N qui va dépendre de votre effectif, vous l'avez remis en bas, le N en fonction de l'effectif, fois le SMIC horaire, ça vous donne votre contribution annuelle. Et donc, cette contribution annuelle, vous pouvez y déduire d'autres montants. Vous pouvez y déduire des montants des sous-traitantes, par exemple, si vous avez fait appel à un établissement d'aide par le travail ou à un travailleur handicapé en libéral ou autre, ou si vous avez des dépenses d'insertion pour le maintien en emploi, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Du coup, vous pouvez soustraire tout ça à votre contribution sous certaines conditions. Et donc, ça, au final, ça vous donne votre contribution due. Alors là, on peut aussi enlever tout ce qui est montant retenu d'aide aux élèves, aux étudiants. Mais du coup, vous n'êtes pas forcément concerné, ça va être plutôt la fonction publique d'État avec le rectorat. Voilà, donc par exemple, je vous ai mis un petit exemple un peu plus concret, ça parle mieux. Pour une collectivité qui a un ETR égal à 50 agents, donc qui compte un agent de BOE. Donc là, le nombre légal de BOE, ça va être 6% 50. Donc, il vous faut 3 BOE. Le nombre d'unités manquantes, si vous n'en avez qu'un, ça veut dire qu'il va vous en manquer 2. Donc, votre contribution annuelle, elle va être de 2 fois 400, puisque ma collectivité ne compte que 50 agents, fois 11,65, qui est le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre 2024, ce qui fait quand même une contribution de 9 320 €. D'où l'importance de pouvoir essayer de déduire d'autres charges, puisque c'est des contributions qui sont quand même importantes. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette contribution? Donc, le FIP nous propose de pouvoir déduire, par exemple, vos contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail ou les travailleurs handicapés. Donc là, c'est très simple. Si vous faites appel à ce type de structure, ils vont vous donner à la fin une attestation qui va être fournie par ce prestataire. Il vous suffira
reporter voilà, le chiffre indiqué sur l'attestation. Sachant que vous pourrez déclarer, le montant déclaré il va être plafonné par rapport à votre contribution et vous pourrez opérer à une déduction dans la limite de 50% si vous ne remplissez pas au moins la moitié en fait, de votre taux d'emploi de travailleurs handicapés. Par contre, si vous avez plus de la moitié de votre taux, vous pouvez déduire jusqu'à 75% de votre contribution. Donc ça, c'est important. Tous ces petits calculs, ces subtilités seront bien précisés dans le catalogue d'aide générale à la déclaration. Hein. Donc, on vous remettra sur le site du CDG. Mais voilà, donc c'est quand même des sommes importantes. Donc ça peut être intéressant de faire appel à ces sous-traitances. Pareil, vous pouvez également déduire d'autres frais, par exemple tout ce qui est lié à des mesures adoptées en vue de faciliter l'accueil, l'insertion, le maintien en emploi de personnes en situation de handicap. Hein, donc il faut bien qu'ils aient la qualité de BOE pour que ça fonctionne. Mais par exemple, si vous avez des factures qui n'ont pas été prises en charge par l'OFIP, vous avez fait des aménagements de poste, voilà, vous n'avez pas fait appel au FIP par exemple, vous pouvez faire une facture de 200 €, vous pouvez la déduire de votre contribution. Alors, c'est plafonné à 10% cette fois-ci. La contribution, c'est un montant total hors taxe. Attention, ce qui est important, c'est que, par exemple, quand on fait une déclaration auprès du FIP, quand on fait une demande d'aide pour du matériel ergonomique, il y a toujours un reste à charge pour l'employeur. Par contre, ce reste à charge, vous ne pouvez pas le déduire dans ces dépenses-là. Ça ne marche pas parce qu'il y a déjà eu une aide du FIP qui est passée par là. C'est vraiment toutes les dépenses que vous avez eues où vous n'avez pas eu d'aide du FIP. Et enfin, tout ce qui est lié à l'accueil, l'intégration et l'accompagnement des élèves, des étudiants. Donc là, par contre, voilà, c'est vraiment pour plus tout ce qui est rectorat, éducation nationale. Donc ça nous concerne pas. Voilà pour ma partie. Donc je vais laisser la main cette fois-ci à Céline pour qu'elle vous présente comment après concrètement sur la plateforme on peut faire sa déclaration. Donc, du coup, pour déclarer, il faut, du coup, une fois que vous avez calculé votre chiffre, vos effectifs, donc il vous faut donc l'effectif d'agent en équivalent temps plein, le TP, au 31 décembre 2024. Il vous faut l'effectif total rémunéré, ETR, au 31 décembre 2024, votre nombre de BOE, toujours pareil, au 31 décembre 2024, et les dépenses de l'année 2024. Donc, ensuite, il vous faut calculer aussi le nombre de catégories, par exemple A, B, C, le sexe, la tranche d'âge et le mode de recrutement. Tout ça est aussi au niveau des catégories de bénéficiaires. Vous avez en fait, si c'est un agent qui a une RQTH, où il a été reclassé, tout ça, en fait, il faut bien détailler et calculer pour les stats. Donc, comment vous déclarez? Donc, vous devez aller, bien évidemment, sur la plateforme de PEPS. Donc, avec ça, il faut soit vous avez déjà vos connexions. Vos liens vos codes, vos codes, merci. Soit, alors ça m'agace, ça n'arrête pas de revenir en arrière, pardon. Soit vous avez vos codes déjà établis parce que vous avez déjà fait des déclarations, donc là, vous y allez directement. Sinon, il faudra que vous allez demander, en fait, pour les avoir. Et il vous faut, du coup, votre numéro de SIRET et le numéro de PCR indiqué sur le courrier quand vous allez recevoir comme quoi vous devez déclarer. Et ainsi que une adresse courriel valide. Donc, si vous êtes déjà inscrit, là, vous pouvez y aller directement. C'est pareil que l'année dernière. Donc, voilà. Donc, on vous a fait une capture d'écran pour vous faire voir. Donc, vous avez votre numéro d'identifiant et votre mot de passe. Vous vous connectez. Ensuite, vous avez directement la déclaration de DOTH. Donc, si vous n'êtes pas directement là, vous l'avez sur le côté aussi. Et vous allez dans déclaration. Vous allez dans déclarer, c'est pareil. Ensuite, là, on va vous demander automatiquement au départ votre nombre ETP.
Donc là, vous mettez, je ne sais pas, par exemple 80, vous avez 80 agents, vous mettez 80. Vous faites continuer. Ensuite, donc là, c'est ce qu'on a mis comme exemple. Une fois que vous avez validé, il va se mettre automatiquement là. Vous pouvez le changer à ce niveau-là, s'il faut. Si vous êtes trompé à ce moment-là, vous pouvez le changer, ne vous inquiétez pas. Là, vous avez l'effectif total rémunéré, ETR, au 31 décembre 2023. Alors, ça, c'est 2024. Oui, On pardon. n'a pas changé par rapport à l'année dernière, le slide. Mais... C'est 2020. Oui, c'était là. Ensuite, là, vous allez indiquer votre nombre de BOE que vous avez au 31 décembre. Là, il faudra marquer ceux que vous avez de plus de 50 ans. Alors, la différence, c'est qu'il y en a un, c'est ceux que vous avez déjà, des agents que vous avez déjà, et qui se déclarent dans l'année qu'il a, par exemple, une RQTH. Donc, c'est à ce moment-là, vous pouvez le mettre là, la deuxième ligne. C'est là où vous pourrez valoriser, je suis désolée, mais à chaque fois, il revient en arrière, valoriser les 1,5, une seule fois dans sa carrière. Et ici, en fait, c'est ceux que vous recrutez qui ont plus de 50 ans. Donc là, il arrive chez vous. Donc là, vous pouvez aussi le mettre valorisé à 1,5 et ça sera le troisième là. Donc ensuite, sur la partie dépenses pouvant être valorisées au titre des actions à destination de BOE, là, vous mettez les contrats de fourniture, de sous-traitance, diagnostic de travaux, maintien dans l'emploi BOE, accompagnement des BOE de sensibilisation des agents et les aménagements de postes de travail que vous n'avez pas fait par demander l'aide par le FIP. Et ensuite, là, les dépenses pourront être valorisées au titre de l'article 98. Vous pouvez le mettre ici. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez validé, là, on va vous demander la répartition des BOE. Alors, vous avez deux onglets. Vous avez l'onglet en stock. Alors, j'aime pas ça, mais c'est comme ça qu'ils appellent. C'est-à-dire les BOE que vous avez déjà dans votre structure. Et vous avez l'onglet flou, que là, c'est ceux qui arrivent. Vous avez recruté pendant l'année. Si vous avez recruté aucun BOE dans cette année-là, vous avez une petite case tout en dessous. Là, il faut la cocher parce que sinon, vous ne pourrez pas valider. Donc, dans chaque onglet, vous aurez la même chose, en fait. C'est que vous allez devoir, là, on voit un peu plus en détail, vous allez devoir à ce moment-là marquer le nombre de BOE que vous avez, par exemple, avec une RQTH. Vous avez, je ne sais pas, par exemple, 10 BOE, vous en avez 9 qui sont RQTH, vous mettez ici 9, et vous avez un autre, par exemple, en location d'adultes handicapés, là, vous allez là, vous en mettez 1. Alors, à savoir qu'il va calculer, du coup, les 10, et que là, si vous n'avez pas le même nombre, vous n'allez pas pouvoir valider automatiquement. Ensuite, du coup, là, vous mettez vos répartitions des emplois particuliers. Là, vous pouvez mettre vos apprentis. Et ici, après, ça va être par catégorie de sexe et catégorie ABC. Sachant que c'est les titulaires, quand vous devez détailler par rapport aux catégories, les non-titulaires, ils n'en ont pas besoin. Voilà. Par contre, il faut quand même marquer nombre de non-titulaires hommes et non-titulaires femmes. Mais au niveau catégorie, ils ne veulent pas le savoir, en fait. Ensuite, là, vous avez par l'âge. Donc là, vous allez ouvrir, vous verrez, il y a différentes tranches d'âge. Donc, c'est entre moins de 25 ans, entre 26 et 40 ans, 41 et 55 et plus de 55. Donc, c'est pour ça, moi, je vous conseille en amont de bien préparer votre comme un tableau pour savoir dans quelle tranche les agents vont être. Et là, à la fin, on vous a mis du coup des outils d'aide. Alors, le premier, c'est pour la déclaration. Et c'est là, en fait, vous avez le petit livret que Cindy parlait, qui est très complet.
N'hésitez pas à y aller parce que franchement, il est très bien. Après, vous avez les webinaires. Le FIP organise des webinaires pour vous expliquer en détail comment il faut faire votre déclaration. Vous avez aussi des petits tutoriels. En fait, c'est des petites vidéos qui fait étape par étape. Et ensuite, vous avez directement le site du FIP via la déclaration du FIP, où là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut et le formulaire de contact pour la moindre question que vous avez. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, enfin, si vous avez des questions, du coup, on va les voir. On va reprendre un petit peu les questions qui ont été posées. Alors, peut-être qu'on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions, parce qu'il y en a qui sont assez spécifiques. Et voilà. Je remonte actuellement. Ouais, on est un peu l'intermédiaire du FIP, mais ce qu'on fait quand on n'a pas forcément la réponse, c'est qu'on interroge le FIP et puis on interroge notre réseau également des CDG et on essaye, voilà, après on revient vers vous pour vous faire une réponse. Alors, on va prendre les questions. Alors, là, on a une question. Les apprentis qui ont une RQTH peuvent être comptabilisés dans les BOE, mais ne sont pas comptabilisés dans l'effectif total. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Dans l'effectif total, en fait, c'est ETP ou ETR. En fait, c'est dans ce que je vous ai précisé tout à l'heure, effectivement, les apprentis, on ne peut pas les comptabiliser ni en ETP, ni en ETR, ni en tant que BOE. Et attention, en tant que BOE, il faut bien qu'ils aient été présents au 31 décembre de l'année 2024. Donc, et pendant 6 mois. Par exemple, une subtilité qui est quand même assez importante, puisque pour des contrats d'apprentissage d'une année, du coup, si l'apprenti est rentré en septembre, en tout cas pour l'année 2024, ça fait moins de 6 mois, même s'il est bien présent le 31/12/2024. Et puis pour l'année d'après, sur 2025, du coup, il va peut-être faire ses 6 mois, mais par contre, il ne sera plus présent au 31/12/2025. Donc, c'est une petite subtilité qu'il faut avoir en tête quand même. Hein. Personne de 50 ans qui a une RQTH présentant effectif N-2. Alors, le reclassement compte seulement l'année de celui-ci. Le reclassement, ah oui, ça c'est la question qu'on a eue tout à l'heure. C'est ce qu'on disait, ça va dépendre du type de reclassement aussi. Donc là, on vous invite à regarder déjà dans le petit guide de déclaration. Et après, si vous avez des questions plus précises, nous les faire parvenir directement sur notre boîte mail que vous pouvez trouver sur le site du CDG. Mais pour la PPR, c'est sûr, c'est que l'année. C'est que l'année de la PPR. Après, le reste, je pense que oui. Les autres, mais il faut bien avoir les 2 documents, en fait. L'arrêté et le conseil médical. Après, une personne de plus de 50 ans qui ont une RQTH présente dans l'effectif N-2, qui ont un nouveau contrat dans le courant de l'année N-1, peut être valorisé à 1,5. Non. Parce que là, si vous l'avez déjà déclaré en BOE l'année d'avant, vous ne pouvez pas là le mettre. C'est les 1,5 de plus de 50 ans, c'est vraiment ceux qui arrivent dans votre effectif BOE. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous faire comprendre. On peut les comptabiliser une seule fois, en fait, c'est ça. La règle. Alors, je ne sais pas si c'est bien ça, Élise. Tu réponds. Est-ce qu'il faut Oui, c'est bon. La réponse a été donnée, d'accord. Dans le nombre de BOE, on ne met pas le nombre valorisé. C'est-à-dire, si on a 4 BOE, donc 2 qui ont plus de 50 ans, reconnus dans l'année, on met 4 ou 6. Si on a 4 BOE, dont 2, du coup, les 2 qui ont plus de 50 ans, si vous ne les avez jamais valorisés et que c'est l'année de reconnaissance, du coup, ça vaut pour 3. 1,5 plus 1,5. En fait, quand vous faites votre déclaration, j'ai compris ce qu'elle voulait savoir, la dame. Je vais revenir sur le truc de la déclaration. En fait, c'est ici. Là, vous mettez votre nombre de BOE total au 31. Et après, c'est ici, vous rajoutez, je ne sais pas, par exemple, vous avez 10 BOE et vous avez une personne donc là, par exemple, on va prendre l'exemple. Vous avez 4 BOE au total. Vous les mettez dans votre ici. Et dans les 4, vous en avez un qui a été là et un qui a été ici. En fait, le premier chiffre, c'est le total. Des 50 ans, ils sont déjà dedans. C'est juste là, vous voyez, c'est marqué don agent BOE
de ce nombre-là. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Parce que pour moi, c'est Oui, ça. alors c'est simple, après c'est plus le skill. En fait, si vos 2 qui ont plus de 50 ans en fait, sont déjà comptabilisés dans vos 4, vous mettez bien 4, vous n'avez Voilà. pas besoin de mettre 6. C'est Et ça. après, par contre, vous mettez le détail en dessous de ceux qui ont plus de 50 ans. Voilà, je ne sais pas si on est clair, si ça répond à votre question. Ok. Ok, bon. Parce que c'est vrai que pour nous, enfin, quand on est dedans, on sait, mais En c'est tout pas cas, si facile. vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous servir du petit, le petit formulaire du FIC pour leur poser des questions. Ils répondent en général Non permanent. Quand on passe assez rapidement. la Françoise, je comprends pas. Donc, Françoise, pour les postes non permanents, quand on parle de 6 mois de présence, Ouais. peu importe le temps de travail. Bonne question, c'est pas précisé, Françoise, effectivement, dans le petit document. Ça pourrait être une question, effectivement, qu'on pourrait Non, mais c'est demander au FIC. C'est bon, il compte. Parce qu'après, le temps de travail, ça a un rapport avec le ETR et OTP. Pour les postes permanents, quand on parle de 6 mois de présence. Donc là, est-ce que c'est sur le calcul BOE ou sur le calcul ETP ou ETR déjà? Du coup, ça va. Je l'imagine que c'est dans BOE, c'est bon, tu peux les compter, qui sont un temps complet ou pas. Vous Il faut m'entendez bien ou le pas? dire. Parce que j'ai un... Là, on t'entend, Là, ça y est. Françoise. Ah ok, pardon, j'avais un problème de micro. Pardon, bonjour. Oui, c'était vraiment dans le calcul des BOE, pardon, si l'agent est arrivé, je dis n'importe quoi, en juin, mais qui travaille à temps partiel, il a ses 6 mois, donc c'est bon en fait, peu importe le temps qu'il réalise par mois. Vu que c'est pas précisé, il faut voir Si, c'est ça. que c'est ça. Ouais, on parle là-dessus, Ouais. ok, merci. Ouais. Le BOE, le nombre de BOE, ça n'a rien à voir avec le temps de travail. Après, c'est quoi? Bonjour, des agents qui ont changé de temps de travail en cours d'année, qui ont une RQTH, comment sont-ils comptabilisés? Moi, ça répond un peu à la question, c'est la même question. Les agents qui ont changé de temps de travail, donc qui sont passés par exemple de 80 à 100%. Et là, ça revient au même. Là, ça pour le BOE, c'est le calcul des BOE, c'est la même chose. Et après, pour le TR et UTP, comme Cindy l'a indiqué, il faut calculer en fait. Ça, c'est la question à chaque fois. En fait, la règle, c'est si vous payez l'agent, vous devez compter. On parle de congé maladie, maternité. Après congé maladie, effectivement, ça, c'est une question qu'on pourra poser parce que c'est vrai que c'est toujours. Sauf si certains ont la réponse, puisqu'il peut-être que c'est un temps d'échange aussi de bonnes pratiques, donc peut-être que certains ont déjà posé la question au FIP. Donc si certains ont la réponse, on est preneur, mais là on pourra interroger notre réseau aussi pour avoir une réponse officielle. Je me renseigne sinon, Françoise, et on se renseigne, on te tient au courant. Merci. Si d'autres personnes a besoin aussi d'avoir la réponse, n'hésitez pas à me le dire, à nous communiquer. Comme ça, je ferai un retour. Vous avez également la foire aux questions sur le site du FIP qui est vraiment très complète. Donc la foire aux questions concernant la DOTH, donc pareil, toutes les questions qui peuvent être en lien avec tout ce que vous posez, les questions que vous posez aujourd'hui, vous pouvez les retrouver en général sur cette foire aux questions. Ok. Alors attendez, pour le reclassement, d'ailleurs, je regardais sur cette foire aux questions pour répondre. Plus j'ai trouvé une réponse. Volvic. Vous pouvez me donner votre nom, Volvic, excusez-moi, parce que moi, c'est marqué simplement Volvic. Enfin, ceci dit, je pourrais retrouver sur la liste. Je vous remercie.
Concernant la qualité de reclasser, est-elle limitée dans le temps? On avait une question par rapport à ça tout à l'heure au niveau du FIP. Ils ont fait une réponse dans la foire aux questions qui dit que la personne est comptabilisée comme bénéficiaire d'obligation d'emploi sans limitation de durée. Le reclassement est pris en compte si celui-ci a été effectué avant le 31/12 donc 2024. Il est valable jusqu'au départ des effectifs de l'agent. Donc ça, pour le reclassement hors PPR, ça marche jusqu'au départ de l'agent. C'était bien ça. Il y a un moment, ils ont parlé de l'enlever. Oui, parce qu'ils estimaient qu'une fois que les agences étaient reclassées, ils n'étaient pas... Il y a d'autres collectivités. D'accord, Marie-Jeanne. Non. Non. Mais ils peuvent rentrer dans les BOE, en fait. Ceux qui sont... Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la deuxième partie? Ouais, pardon, je me permets, du coup, j'ai encore une petite question. Pour la partie statistique, j'ai un doute, du coup, avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Les stagiaires, pas les stagiaires écoles, stagiaires fonctionnaires, on va dire, on les compte dans les titulaires ou dans les contractuels? C'est pas précisé. Là, en fait, là, ils ont rajouté le FIP, ne sont pas comptabilisés ni en ETP ni en ETR. Ils ont rajouté cette année, le fonctionnaire stagiaire doit être comptabilisé en ETP et ETR à la condition d'être rémunéré par l'employeur déclarant. Là, il faut le compter, celui-là uniquement pour son calcul de l'ETP et de l'ETR. Là, pour les stats, c'est par rapport au nombre de BOE. Pour moi, il n'est pas encore titulaire. Tant que tu es stagiaire, tu n'es pas... En fait, c'est ta période d'essai pour nous, entre guillemets, les fonctionnaires. Donc, pour moi, c'est non, mais je vais quand même demander confirmation. Ouais, je veux bien parce que moi, je les avais mis l'année dernière dans les titulaires, mais là, du coup, j'ai un doute. Et je sais plus, Céline, c'est les apprentis que tu as mis dans une rubrique particulière, dans le stock et flux? Oui, en fait, c'est pas si ça peut être dans le stock, mais il y a un moment, j'aurais Oui, dû c'est ça. mettre. Tu as parlé d'emploi particulier, ouais. Oui, en fait, quand tu cliques dessus, enfin, quand vous cliquez tous dessus, vous allez voir, ça va marquer en fait exactement c'est indiqué qu'il y a les D'accord. apprentis. Ok. Donc, c'est à ce niveau-là, en fait, vous les mettez, les apprentis. Vous Ça les comptez marche. pas dans l'effectif, mais là, vous le comptez dans le BO. Ok. Mais par contre, c'est bien, c'est ça qui est un peu dommage, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un en apprenti une année, en fait, vous ne pouvez jamais le mettre. Et si c'est 2 années, vous pouvez le mettre qu'une seule année. Parce qu'au 31, généralement, comme il commence en septembre, Oui, il a passé 6 mois, du coup. Oui. 6 mois, et quand il termine, en fait, l'année qui termine finit au mois d'août. Donc, il n'est pas là au 31. C'est ça le petit souci. Par contre, il y a aussi Gerza. Du coup, Gerza, c'est aussi Merci. pour savoir de rien, Françoise. Par rapport aux apprentis. Non, c'était par rapport au CLM, CLB. D'accord. Alors, par contre, il faudra aussi votre nom, s'il vous plaît. Et Françoise, il me faut en plus. Et oui, puis là, j'ai revu un petit peu les réponses dans la foire aux questions. Là, je ne retrouve pas de réponse par rapport au CLM, CLD. Donc, on va interroger le FIP pour faire une réponse. Pour être sûr. Moi, j'arriverai peut-être à retrouver, mais je vais mettre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez nous les adresser ultérieurement. On va passer à la présentation de Roselyne. Donc, Roselyne qui est notre partenaire privilégié donc, dans le cadre du handicap, puisqu'elle représente le CFAS Auvergne avec qui nous avons une convention pour valoriser l'apprentissage des personnes en situation de handicap dans la fonction publique territoriale au sein de nos collectivités. Donc, on trouvait que c'était un bon moyen
moyen aussi de vous la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas, puisque voilà, c'est en général ce genre de matinale qui regroupe un petit peu de monde, donc notamment des gens des services ressources humaines. Donc voilà, on a voulu profiter de ce temps pour vous la présenter. Merci. Merci au centre de gestion. Merci Cindy, merci Céline donc de m'accueillir. Après cette petite matinale très technique, ça sera beaucoup plus simple à comprendre de mon côté. Mais bon, vous l'aurez compris, les apprentis sont valorisables, même si c'est plus compliqué que ce qu'on pense. En tout cas, ils sont quand même valorisables au moins une année, si j'ai bien tout compris. C'est déjà ça. Donc, pour présenter le CFAS, effectivement, comme l'a dit Cindy, nous sommes conventionnés avec le centre de gestion pour atteindre un peu les objectifs fixés par le FIPH sur l'embauche d'apprentis en situation de handicap, donc bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et nous sommes un CFA hors les murs. On accueille du coup nos apprentis sur des CFA, sur les différents CFA de droit commun. Effectivement, on a à peu près 300 apprentis sur la région Auvergne. On s'étend aujourd'hui vers la Loire aussi, mais voilà, notre territoire est principalement le territoire auvergnat. On est implanté sur les 4 départements de l'ex-Auvergne, principalement sur des niveaux CAP, BP, mention complémentaire, mais en sachant que bien sûr l'apprentissage adapté, donc l'apprentissage tourné vers les apprentis en situation de handicap, touche tous les niveaux d'études. Donc n'hésitez pas aussi à vous adresser à des organismes divers et variés sur cette thématique-là. Tous les métiers peuvent être abordés. Effectivement, nous, on est plutôt axés sur des métiers principalement en tension aussi, hein, qui correspondent bien aux métiers ciblés par le CNFPT. Mais voilà, on est sur des métiers tels que la petite enfance, les métiers du paysage, de la vente, etc., etc. Donc, des métiers plutôt en tension. Bon, là, on va passer vite sur voilà, la structuration du CFS. On est sur les 4 départements, comme je vous l'ai dit. On est à peu près 50 collaborateurs. Moi, je suis la référente sur le secteur public, donc vous n'avez aucune hésitation à avoir si vous avez une question par rapport à l'apprentissage sur vos différentes collectivités. N'hésitez pas à me contacter en direct, soit parce que vous avez une situation qui vous pose question, soit parce que vous avez un souhait d'embauche d'apprentis en situation de handicap. Donc là, il ne faut pas hésiter à prendre contact en direct. On intervient avant le contrat, donc c'est-à-dire sur la validation d'un projet professionnel. Donc on vous sollicite en général sur des périodes de stage. Donc c'est vrai que ces périodes-là sont importantes pour pouvoir préparer au mieux les projets de nos apprentis, quelle que soit la typologie de handicap, pour pouvoir présenter aux équipes, pour pouvoir voilà, adapter au mieux si besoin. En sachant qu'on a des typologies de handicap très, très variées, mais qu'on est beaucoup sur des troubles des apprentissages. Mais cela dit, on peut avoir d'autres typologies de handicap aussi. Donc, on accompagne avant le contrat, pendant le contrat, effectivement, et donc durant la formation. Nous avons des formateurs qui sont spécialisés et qui sont là, qui interviennent au niveau des différents CFA dans lesquels nous implantons. On propose un suivi en entreprise, donc avec un référent, ce qu'on appelle chez nous un délégué aux entreprises, qui va suivre l'apprenti durant toute la durée du contrat. Et dans le cadre de notre convention avec le centre de gestion, on apporte notre appui sur toute la saisie des aides. En collaboration, bien sûr, si on a une quelconque question que ce soit avec le centre de gestion. Justement, je rebondis sur les aides, du coup, parce qu'on parle d'aides, mais donc là, on parle des aides du FIPHFP que vous pouvez solliciter quand vous avez un apprenti. Juste pour petit rappel, on peut valoriser qu'une année dans le cadre de la déclaration, si vous voulez, qu'on vient de présenter, mais on peut quand même, en parallèle, faire une demande auprès du FIP pour valoriser, pour se faire rembourser certains coûts que peut représenter un apprenti. Et le FIP, pour info, prend en charge 80% du salaire
salaire de l'apprenti. Et puis, il peut payer jusqu'à 10 000 € la formation en fait, de l'apprenti par année scolaire, même si vous n'avez pas d'accord du CNFPT. Et puis, si vous l'embauchez derrière, c'est 4 000 € en plus. Enfin, voilà. Quand on parle d'aide, on parle de ça. Voilà, c'est ça, excusez-moi, tu fais bien de préciser. Au niveau de l'accompagnement aussi, puisque Sylvia a précisé qu'on avait donc les 80% de salaire chargé et les frais de formation, mais le suivi en entreprise aussi peut être remboursé, peut faire l'objet d'un remboursement auprès du FIPHFP, donc tout l'accompagnement socio-pédagogique que nous fournissons auprès des collectivités et des maîtres d'apprentissage peut faire l'objet de cette demande. Voilà, il y a différents aménagements aussi auprès de nos apprentis qui peuvent être mis en place et bien sûr, on intervient à la fin du contrat, éventuellement pour négocier, pour chercher des formations annexes. En tout cas, on fait tout un travail d'insertion à l'issue du contrat d'apprentissage parce que l'objectif étant bien l'insertion professionnelle. Alors, c'est vrai qu'en général, on a plutôt bons résultats en termes d'insertion sur les collectivités, puisque c'est quand même un levier de recrutement qui est tout à fait intéressant pour vous. Donc, n'hésitez pas, c'est un outil un peu aussi de formation, mais aussi d'insertion pour répondre à vos différents besoins de recrutement. Alors là, c'est des petits camemberts pour vous présenter un peu les différentes répartitions. Alors, ce qui peut vous intéresser, vous, c'est qu'on a principalement des jeunes sur le CFA Interpro. Donc là, on est plutôt sur les métiers du service à la personne, de la cuisine, cuisine-restauration, coiffure, vente, ça vous intéresse moins, mais on est plutôt sur ces métiers-là. Les CFA de l'agriculture sont aussi sont assez demandeurs et pourvoyeurs pour nos apprentis, et ensuite le CFA du BTP dans une moindre mesure. Mais voilà, on peut prétendre un petit peu à tous ces métiers sur ces différents CFA. Alors ça va moins vous intéresser, mais on a un dispositif d'insertion préparatoire à l'apprentissage donc qu'on utilise pour préparer tous les projets de nos apprentis, mais ce qui est un outil intéressant malgré tout pour vous, pour préparer ces contrats en amont. Et puis, pour nous, c'est surtout un outil pour éviter les ruptures de contrat. Donc, pour bien baliser en amont les contrats d'apprentissage, on peut effectivement utiliser cet outil-là. Ça, c'est un autre outil, mais qui vous sera moins utile, effectivement, qui est plus pour nous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en direct, donc auprès de moi. Je pense que je ferai passer les coordonnées en direct. Là, vous avez le siège, donc n'hésitez pas à contacter le 90 12 12 en demandant Madame Sabatier, donc pour tout projet de contrat d'apprentissage, de candidature ou d'offre, n'hésitez pas à nous les faire passer. Voilà. Bon, merci Roselyne. Je me fais le relais par rapport à ça. Sur le prochain CDG Info, vous serez vigilants. Il y aura sur les dernières pages un petit encart sur justement l'apprentissage et une petite enquête sur vos besoins d'apprentissage, justement. Si Roselyne peut vous apporter aussi un vivier de candidats sur des besoins que vous auriez. L'idée, c'est de pouvoir nous communiquer vos souhaits d'apprentissage pour la prochaine rentrée. Donc, il y a une petite enquête qui sera faite sur le prochain CDG Info, qui prend vraiment 2 minutes à remplir. Voilà, vous avez juste à cliquer et soumettre le formulaire, et nous, on aura votre retour. Voilà. On va écouter. Je peux vous laisser 2 minutes. Voilà, si certains ont des questions, que ce soit par rapport à la déclaration, par rapport à l'intervention de Roselyne. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on clôturera cette matinale. Bon. Bon, écoutez, on vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci à vous. Vers ceux qui le souhaitent, pour apporter les précisions sur les agences PLM, CND. Et puis, on vous remercie encore. Et puis, vous retrouverez tous les liens. La matinale a été enregistrée également, donc vous pourrez la revisionner à tête reposée. Et on vous mettra aussi en lien le diapo qu'on a pu utiliser, le support qu'on a utilisé sur la matinale. Voilà, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt. Bonne journée. Au revoir, merci.